permettre d'agir mieux. On en parle tout de suite avec le président de la Fédération des entreprises de beauté. J'appelle Patrick O'Quinn. Cette année, nous vous invitons à réfléchir autour du thème de s'engager. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est plutôt dans la continuité des années précédentes, vous inviter à réfléchir, à une sorte de prêt à réfléchir, et vous donner aussi quelques clés pour agir. La filière cosmétique, c'est vraiment un exemple de réussite. Ça montre qu'en France, on peut monter des filières qui sont des filières d'excellence. Et l'engagement, c'est ça. Pour terminer sur le chapeau de votre journée, l'engagement, pour moi, c'est avant tout l'engagement dans un projet d'entreprise qui fait sens. Et l'excellence, c'est quelque chose qui fait sens. Donc la puissance de la cosmétique française aujourd'hui, c'est un soft power, et Nicolas Bouzou l'a évoqué tout à l'heure, un soft power qui repose sur 4 piliers, et vous les voyez sur l'écran. Donc un pilier qui est identitaire, hein, donc il y a une vraie réalité à ce que c'est que l'image de la France. Il y a un capital justement autour de l'image qui se construit sur la culture et l'art de vivre, un capital autour du business. La France est encore une des 10 grandes puissances mondiales, fait partie des pays qui comptent au niveau international. Et surtout, il y a aussi en matière de relations des consommateurs avec le cosmétique un fort capital émotionnel. Et ce capital émotionnel, il est renforcé par ce que les auteurs d'études ont appelé une dimension expérientielle, notamment liée au tourisme. La cosmétique française, c'est aussi une réalité en matière de sécurité, d'innocuité et d'innovation, c'est-à-dire en fait de qualité. L'international, c'est un objectif que j'ai dans mon business plan depuis le départ. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que la cosmétique française réussissait. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'esprit français qui est à la fois très cartésien, pas tout le temps, mais qui aime bien la science, qui aime bien la recherche, et à la fois quelque chose qui est très dans le beau, l'esthétique et la culture, historiquement, hein, si on remonte très loin. Et finalement, quand vous mettez ces deux ingrédients ensemble, c'est ce qui fait qu'une marque de cosmétique réussit. Hein. Il y a une partie un peu fond, et puis il y a une partie aussi forme, on est dans la beauté. Et c'est vrai qu'il y a ça dans notre culture, dans notre éducation. Je pense aussi que les managers français, pas seulement dans la beauté, mais finalement réussissent pas mal à diriger des entreprises. Hein. On en trouve beaucoup dans la pharma, dans l'aéronautique, dans beaucoup de secteurs. Et ils ont peut-être aussi ce côté, pour ceux qui réussissent, à la fois rationnel et créatif, qui fait qu'on a les deux ingrédients clés de la réussite de la cosmétique. We work with businesses, governments, NGOs, financial institutions. Any actor within our economy to fundamentally change the economy from a linear economy to a circular economy. And what is it we're trying to get away from? Well, we would like to fundamentally change the way that we use products today. So I would just encourage everyone to really take a look at reusable packaging and in general approach this task of achieving a circular economy for plastic packaging as an opportunity where you really have a lot of different approaches that you can take. You can both eliminate, you can go from single use to reuse, you can make your packaging compostable or recyclable or reusable. And that's it for me. Le but de Loop, c'est d'être en quelque sorte un supermarché durable, c'est-à-dire avec la diversité de l'offre que vous pouvez trouver aujourd'hui dans un supermarché. Ça fait partie de ce côté pratique. Et ce que les consommateurs nous demandent, on le voit, c'est ce qu'ils ne peuvent pas forcément trouver dans des magasins en vrac, des magasins zéro déchet aujourd'hui. Justement, quand on regarde cette économie circulaire, là on parle là du matériau, ça en a parlé aussi de manière, je dirais, simple, et après je reviendrai sur le reuse, du sujet recyclage. Recyclage de la même façon, on voit qu'on a un rôle, tous, aussi d'éducation du consommateur sur l'acte de recyclage. Donc nous, on a souhaité aussi équiper toutes nos boutiques, on en a à peu près 3000 à travers le monde, avec un objectif 100% 2025 de système de déposit, enfin de facilité pour le consommateur de ramener son emballage si il ne sait pas, je dirais, quoi en faire localement ou s'il n'est pas sûr. Donc à travers ça aussi, ce qu'on espère, c'est au-delà de boucler la boucle, c'est aussi d'éduquer le consommateur. S'attacher d'un point de vue éco-conception, éco-design
à utiliser la juste quantité de matière pour le bon effet. Donc pour répondre à votre question, je pense que c'est ça qu'il faut aussi prendre comme postulat premier. Ça ne sert à rien de faire 3 fois plus que ce qu'on pourrait en faire, et c'est cette philosophie qu'on essaie d'adopter au quotidien. Il va falloir amener de la transparence, mais aussi de la confiance à vos niveaux. Dans les entreprises de la cosmétique, il est important que vous soyez sûr de ce que vous avez au départ, et ce n'est pas toujours évident. Donc c'est une technologie analytique qui amène de l'information supplémentaire, mais c'est un engagement que nous avons, nous, avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout aujourd'hui. Il y a tellement d'espèces végétales qui sont travaillées, qu'il y a encore énormément de progrès pour trouver des outils génétiques, des références, et ça, on le fait avec vous. Donc, quelque part, c'est un engagement de chacun pour aller vers toutes ces notions-là, et c'est ça aujourd'hui que je voulais défendre. C'est l'idée qu'il y a cet engagement commun pour aller à la fois vers de la sécurité, vers de la transparence et toutes les valeurs que vous allez défendre et devoir porter vis-à-vis des consommateurs. Voilà, engagés pour agir ensemble. Merci beaucoup, Nicole. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et nous avons la chance d'en être les témoins, que toutes les propositions intellectuelles pour décrire le monde, qu'elles relèvent de la science, de la croyance, de la superstition, de la pensée magique, du travail journalistique, de la rumeur, de la légende urbaine, toutes ces propositions donc intellectuelles qui prétendent décrire le monde sont en libre concurrence. C'est la diffusion, la rapidité de diffusion de ce qu'on appelle les infox, les fake news, qui contredisent souvent l'état de la science. Alors, il y a eu un article qui est apparu à peu près il y a un an, en mai 2018, dans la prestigieuse revue Science, et qui montrait que ce qu'on appelle l'infox, ou les fake news si vous préférez, se diffusent 6 fois plus vite que la vraie information sur Twitter notamment. Évidemment, c'est un problème. Ça veut dire que non seulement les croyances, les alertes infondées, elles ont de bons VRP, sont les minorités actives, elles vendent bien leurs produits, alors que l'orthodoxie de la science, elle a peut-être de grandes équipes quelquefois, mais ils ne sont pas très bons, pas très actifs sur le terrain. Et puis par ailleurs, leurs produits ont un avantage concurrentiel, ils se diffusent 6 fois plus vite. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant, par la diversité déjà des thématiques, qui bien sûr fédère sur le thème de l'engagement, et puis aussi sur la diversité des personnes qui sont intervenues. Donc vraiment très intéressant, et sur des sujets aussi d'actualité, comme par exemple sur la rumeur ou le fake news, sur des sujets d'ingrédients dans les cosmétiques, et puis également sur tout ce qui est l'éco-responsabilité, le packaging, voilà, quelles sont les solutions. Et j'ai vraiment apprécié les témoignages d'entreprises qui ont vraiment permis d'avoir une vision plus claire des choses et plus terrain aussi, et qui ont vraiment partagé tout ça avec nous, donc vraiment génial. Et ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est la partie sociale, sociologique. Donc notre sociologue qui nous a parlé un petit peu finalement de guerre informationnelle, chose que nous au niveau de l'emballage on peut vivre de temps à autre. Donc je suis assez heureux d'être invité ici. Elle a été passionnante, encore plus intéressante que celle de l'an dernier. Et j'ai spécialement apprécié le choix qui a été, la qualité du choix des intervenants. J'ai vraiment appris, c'est pour ça que je viens à chaque fois. J'ai bien aimé la diversité des intervenants, en particulier la table ronde sur l'engagement autour de la recharge, de la recyclabilité, et aussi le fait de finir en ouvrant le champ des possibles avec un sociologue, très intéressant, surtout pour nous, pour lancer la discussion après pendant le cocktail. Là où j'ai le plus appris, c'est sur l'ADN des plantes. Voilà, le fait de, donc j'avais un peu des bases en ADN, mais là le fait de savoir qu'on peut commencer à tracer l'ADN des plantes dans des produits transformés et tout, c'est vraiment une innovation de rupture, et ça amène à plein d'applications pour la suite. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant, et surtout l'ouverture à la fin de la conférence était pleine d'espoir, de pragmatisme, mais en même temps c'était très drôle, donc bravo. J'ai particulièrement apprécié l'intervention du sociologue à la fin, qui était à la fois ludique et structurée,
et cette formation du cerveau qui biaise notre perception et notre façon de comprendre les messages et l'insularité, c'est comment l'insularité cognitive. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc que j'ai appris, c'est ce renforcement de son propre ego, en fait, de ce qu'on pense. Le fait de le mettre en image et en concept comme ça, c'est une révélation.